troisième table ronde. Voilà, donc on va présenter les intervenants. Donc la troisième table ronde, vaste sujet. Comment élargir la valeur d'usage du... Ah oui, comment élargir la valeur d'usage du CPF, puisque le CPF existe, donc on va essayer de le faire vivre. Donc je laisserai tout le monde se présenter. Monsieur Lardy, directeur de France Compétences, va nous expliquer qu'est-ce qu'est France Compétences. Monsieur Philippe Debrune, qui est président de Certifpro, qui va nous expliquer aussi ce que c'est Certifpro et la secrétaire générale de la CFDT. Confédérale. Voilà. C'est l'ordre. D'accord. Toujours. Monsieur Philippe Debrune, donc voilà. Monsieur Mérieux, d'Éducation nationale, directeur du numérique au ministère de l'Éducation nationale. Sophie Penn, qui est responsable du master Altec au CRI. Voilà. Elena Chapuis, qui est DRH de la transformation digitale au Crédit Mutuel et qui était avant à Pôle emploi responsable de la transformation digitale. Voilà, merci. Donc, on va commencer par donner la parole à Monsieur Lardy, si vous voulez bien introduire. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc expliquer qu'est-ce que France Compétences et que faisons-nous ici dans ce colloque sur le numérique. D'une part parce que j'ai reçu une invitation, donc je suis poli, je viens. France Compétences, c'est un établissement public administratif qui a été créé par la loi du 5 septembre 2018, qui est le rassemblement de trois institutions, qui a un certain nombre de missions. La première mission, c'est la grande mission de France Compétences, c'est de répartition et de financement. C'est-à-dire qu'à partir de 2021, l'ensemble des contributions des entreprises en matière de formation professionnelle et d'apprentissage seront collectées par les URSSAF, et les URSSAF renverront à France Compétences qui va financer un certain nombre d'opérateurs sur les dispositifs, notamment les OPCO sur les questions d'alternance, et la Caisse des dépôts et consignations concernant le compte personnel de formation. Donc c'est les grandes missions, et une mission aussi. Il est allumé, mais je ne pas être assez près, donc je ne toque pas la tête. Mais j'essaie de regarder comme ça les gens, c'est ce qu'on m'a appris en média training, respectuer l'ensemble de la salle. Une mission de régulation, puisque France Compétences a pour mission de réguler le système, donc de voir le bon fonctionnement de l'ensemble du système de formation professionnelle. Il a quelques outils, notamment il émet des recommandations publiques, parce qu'il doit regarder un petit peu il a un rôle de convergence des prix en matière de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation, et nous allons, avec les équipes de France Compétences, avec son conseil d'administration, avec la commission recommandation et la commission d'évaluation, dont Philippe est le président, Philippe Debrune est le président de la commission d'évaluation, nous allons observer, veiller à la transparence des prix et regarder comment se construisent les nouveaux dispositifs, notamment donc, le CPF. Donc, et une troisième grande mission, ça a été évoqué précédemment, c'est que France Compétences reprend en grande partie les missions qui étaient dévolues à la Commission nationale de la certification professionnelle, parce que France Compétences a pour mission d'instruire et d'enregistrer les titres professionnels qui soient de droit, des ministères certificateurs ou des titres sur demande. Donc ça, c'est les grandes missions de France Compétences. Par rapport à cette table ronde, quel va être le rôle de France Compétences? Alors France Compétences, comme je vous l'ai indiqué, en matière, quelles sont les relations de France Compétences avec le compte personnel de formation? Deux grands rôles. D'une part, comme je l'ai indiqué, France Compétences va financer, alors c'est la Caisse des dépôts, je crois que vous le verrez dans la prochaine table ronde avec Laurent Duras, c'est la Caisse des dépôts qui était déjà le réceptacle de droit du compte personnel de formation, qui va devenir la banque du CPF, et France Compétences, puisque reçoit les collectes, les contributions des entreprises, France Compétences renverra à la Caisse des dépôts et consignations les financements qui permettent effectivement de payer le CPF des actifs autonomes, des salariés. Donc cette grande mission de financement, et une deuxième mission qui est fixée par un décret, c'est les relations. France Compétences, dans sa mission de veille, de transparence du marché, d'évaluation, de suivi d'évaluation du dispositif, France Compétences va recevoir un certain nombre de données
Donc on va avoir des échanges dans certains systèmes d'information, des données bien sûr financières. Voilà le coût financier, puisqu'on doit financer. Si la CDC a besoin d'argent, on lui renvoie de l'argent en fonction de la consommation des comptes de personnel de formation. Et d'autres données qui vont être des données quantitatives et qualitatives. Et c'est là où on en vient à la question de la valeur d'usage du compte personnel de formation. C'est que France Compétences, alors il y a un décret qui est sorti récemment, mais on va faire une convention avec la CDC. France Compétences va recevoir trimestriellement un certain nombre de données quantitatives, le nombre de CPF utilisés, mais des données aussi qualitatives, les personnes, les catégories socio-professionnelles des personnes qui vont utiliser les CPF, sur quel type de certification. Et donc nous, notre enjeu à France Compétences, si on parle de la question de la valeur d'usage, qui est par nature subjective, hein, la valeur d'usage du compte personnel de formation, pour un individu, elle peut être différente d'un autre individu. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr, c'est piloter la ressource et piloter de la donnée, mais c'est en même temps de voir ce que produit le compte de personnel de formation par les informations que nous allons recevoir. Donc en termes d'évaluation, nous allons faire des évaluations qualitatives sur quel est l'usage que font les salariés sur le compte personnel de formation, vers quel type de certification ils vont, quelles sont les personnes qui prennent entre petites et grandes entreprises, catégories socio-professionnelles, et en même temps, l'enquête qualitative, c'est interroger les personnes pour voir et essayer de caractériser ce qu'elles considèrent comme valeur d'usage. C'est-à-dire que la valeur d'usage sur le CPF, c'est j'ai un bien et quelle est l'utilité de ce bien par rapport à ma demande, à mon besoin personnel. Donc ça, c'est des enjeux d'études qualitatives qui sont extrêmement forts pour France Compétences, parce que potentiellement, ça va nous permettre, je l'ai dit, on fait des recommandations publiques, donc ça peut nous permettre d'émettre des recommandations auprès des pouvoirs publics en disant voilà la valeur d'usage, voilà comment est utilisé le compte personnel de formation, voilà potentiellement ce qu'il faut modifier pour qu'il y ait une meilleure utilisation ou une autre utilisation qui serait, je dirais, plus conforme à la loi, puisque l'objectif du CPF, c'est qu'on passe d'une logique de certification plus forte et sur des formations plus longues que précédemment. Une simple, puisque j'ai eu l'occasion dans mes précédentes fonctions, puisque j'ai été directeur adjoint de Marielle Pénicaud, donc j'ai un peu fabriqué la loi, sur le compte personnel de formation par rapport aux expériences étrangères. Par exemple, ce que disait M. Babinet. Il y a déjà des... Alors, la France est quand même très en avance sur la notion de compte personnel. Par contre, l'Angleterre... Voilà, il y avait déjà des expériences. Il y avait effectivement le Learning Individual Account en Écosse, aux Pays-Bas, il y a des expérimentations, en Allemagne, aux États-Unis, dans certains États. Une grande différence, l'exemple anglais, c'est que c'était effectivement une logique de co-investissement à l'époque, hein, c'est-à-dire que c'était géré quand même par des banques. Donc les banques se sont assez vite, il y a eu beaucoup de fraude, les banques se sont assez vite désinvesties parce que quand vous recevez à peu près 25 000 en termes de frais de gestion, c'est pas terrible. Le système français n'est quand même pas du tout celui-là, et on s'est aperçu très vite, les Anglais, les pouvoirs publics anglais se sont très vite aperçus qu'on allait sur n'importe quel type de formation, ce qui n'est pas le cas en France, puisque d'une part c'est un financement qui est mutualisé, et que le CPF ne peut être pris, n'est éligible au fonds mutualisé que s'il y a un accès au répertoire national de la certification. Ouais. Donc en gros, avec le compte personnel de formation, vous n'allez pas passer une semaine de vacances à Ibiza, quoi, hein, sauf que ça soit un titre quand même. Donc après, on a d'énormes enjeux sur la qualité de l'action de formation et de la certification derrière. Voilà en gros les sujets qu'on va devoir développer nous et suivre, et on a vraiment des enjeux majeurs en termes de systèmes d'information, d'interopérabilité avec la Caisse des dépôts et consignations, qui vont nous permettre de regarder et d'évaluer le comportement des individus par rapport à la nouvelle donne du CPF qui va devenir, mais vous le verrez tout à l'heure, qui va être sur une application smartphone à partir de novembre 2018. Oui, novembre 2018. Donc on va, merci beaucoup là, pour toutes les explications. On a un peu plus qui a clarifié un petit peu le paysage et ce qui va arriver. Et on va rebondir avec monsieur Jean-Marc Mériot, directeur du numérique au ministère de l'Éducation nationale. Donc vous pouvez réagir par rapport aussi aux propos de la table ronde précédente, hein, et nous expliquer votre vision
donc de l'évolution de la formation en France et vers quoi on se dirige. Je ne suis pas le représentant qui travaille le plus, ou en tout cas qui est amené à être le plus en relation sur le CPF, parce que, bien évidemment, ce n'est pas le cœur même de la mission de l'éducation nationale aujourd'hui d'être dans le... Voilà. Cependant, je vais rebondir sur deux choses par rapport à ça. C'est que je pense que l'évolution aujourd'hui de l'éducation nationale autour des enjeux de certification est réelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est focalisé sur une approche purement d'évaluation traditionnelle par les examens et concrètement, on a laissé un peu de côté les enjeux en matière de certification des compétences. Et en particulier, le numérique aujourd'hui peut être un formidable levier pour renforcer la certification des compétences. Et je vais parler pour un domaine qui me concerne plus, la certification des compétences numériques. Et je pense que là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, être en capacité de pouvoir faire que les données que nous sommes amenés à capter, qui pourraient nous amener à être captées dans le cadre d'un corpus scolaire autour de la certification de compétences et de faire qu'elles puissent nous suivre tout au long de notre vie professionnelle, je pense que c'est l'enjeu absolument essentiel et pour ça, il faut qu'on puisse être en capacité de s'organiser à faire que cette donnée puisse nous suivre tout au long de notre cursus professionnel. Mais au-delà de ça, c'est vrai que nous, tout le travail qu'on a été amené à faire, il y a un certain nombre de représentants dans la salle de ce que nous avons été amenés à monter au sein du ministère de l'Éducation, c'est sur la certification des compétences numériques à travers la plateforme PIX en particulier. Donc, qui repose sur un gros travail de référentiel des compétences, puisque concrètement, c'est un référentiel qui a été travaillé pendant de longues années, on va dire, avant qu'il soit stabilisé. Et il n'est pas encore totalement publié, et ça ne serait tardé. Et donc, ça doit nous permettre, là aussi, en s'appuyant sur ce référentiel de compétences, de pouvoir lui donner une vraie valeur et faire qu'on puisse réellement, là aussi, faire que les élèves soient amenés à pouvoir vraiment valoriser l'ensemble de leurs compétences numériques. Et pour ça, aujourd'hui, on a inscrit une obligation de certification des compétences numériques en fin de troisième, c'est-à-dire que tous les élèves en fin de troisième devront avoir passé le certificat, en tout cas devront être passés par PIX, et donc avoir une certification de leurs compétences en fin de troisième, et de leurs compétences numériques, j'insiste bien, et la même chose en première et terminale. Donc aujourd'hui, sur cette question autour de la certification et de savoir comment on est en capacité de pouvoir certifier en tout cas d'utiliser toute cette certification, je pense est un formidable levier aussi pour pouvoir donner, dans le cadre du CPF, une vraie dimension autour des enjeux, des compétences numériques. Sachant que PIX, en plus, a été pensé avant tout pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à la base, PIX, c'était pour que chacun soit en capacité de pouvoir certifier ses compétences. Nous, on en a fait un outil, alors même si ça a été incubé au sein du ministère de l'Éducation nationale, on en a fait ensuite un outil qui permet bien évidemment de toucher tout le monde, mais aussi la communauté éducative. Et je parle de communauté éducative parce que bien évidemment, il y a les élèves, et donc en ça, ça a aussi son importance, mais on en fait aussi un outil de certification des compétences numériques pour les enseignants, spécifiquement pour les enseignants. Alors vous allez me dire, les enseignants, le CPF c'est un peu compliqué, mais concrètement, là-dessus, on a aussi une volonté de pouvoir certifier l'ensemble des compétences numériques des enseignants dans le cadre de leur formation aussi, de leur formation continue. Donc c'est vrai que l'enjeu pour nous repose beaucoup sur cet enjeu de certification. Et pour aller aussi dans le sens, c'est que je pense que ce premier levier, autour de la certification des compétences numériques est une première étape. Parce que potentiellement, on pourrait se dire aussi que la question de la certification des compétences en complément de tout ce que connaît déjà le ministère de l'Éducation nationale en matière d'évaluation pourrait être aussi une opportunité pour certifier aussi d'autres compétences. Et en ça, ça peut là aussi, en tout cas, nous offrir aussi pas mal d'autres opportunités. Donc l'enjeu pour nous ensuite, c'est de se dire les données qui ont pu être captées dans le cadre scolaire, comment on est en capacité de pouvoir faire que ça puisse s'inscrire non pas dans
peut-être spécialement dans un CPF, ou voilà, ou en tout cas que ça puisse être repris dans un CPF, mais surtout que ça puisse vraiment constituer aussi pour l'élève qui demain deviendra étudiant, qui potentiellement demain voilà, sera aussi employé, et de comment on valorise tout au long de sa carrière ses compétences, et comment on est aussi amené à les faire évoluer à partir de cette base-là. Donc je pense qu'il y a plein d'enjeux, bien évidemment, et le ministère de l'Éducation nationale a un rôle à jouer essentiel sur ces enjeux, et plus spécifiquement sur la question des compétences numériques. Et en ça, c'est vrai que ce que nous mettons en place peut être aussi une formidable opportunité pour pouvoir accompagner tous les autres dispositifs. Nous sommes dans des enjeux de complémentarité. Je finirai sur un autre sujet, parce que c'est un autre sujet aussi qui nous intéresse, bien évidemment, puisqu'on travaille aujourd'hui beaucoup sur les enjeux d'open badge aussi, sur notre capacité à pouvoir faire que demain on soit amené à pouvoir valoriser aussi dans le cadre d'un corpus scolaire la question de l'open badge, et même et aussi pour les enseignants, je reviens, voilà, aussi pour l'ensemble de la communauté éducative. Et c'est vrai que nos réflexions aussi, et on est amené à travailler autour de ces enjeux-là, sur voilà, comment on peut utiliser certains outils numériques qui sont à notre disposition, en particulier les enjeux de la blockchain, sur la question de la certification des compétences. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles nous sommes amenés à vraiment pouvoir capitaliser. En tout cas, c'est des chantiers sur lesquels nous sommes aujourd'hui, à travers entre autres un groupe de travail européen. On a quelques représentants aussi dans la salle sur ces questions-là. On est amené à vraiment essayer d'être aussi en prospective sur tous ces enjeux-là. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc en fait, on voit qu'il y a un alignement de la formation qui se met petit à petit en place, de l'école à la formation, avant d'aller jusqu'à la formation continue. On va devenir des apprenants permanents toute notre vie. Alors je vais demander à Philippe De Bruyn de rebondir par rapport à ce qui a été dit, et puis comment lui, du point de vue du côté des syndicats, on voit cette modification du paysage de la formation, de l'école à la formation continue. Je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les syndicats. Il y a une diversité syndicale dans ce pays que je respecte profondément. Donc il y a des sujets sur lesquels je pourrais intervenir au nom de l'ensemble des partenaires sociaux, comme président de Certifpro, sur nos positions et surtout ce que nous mettons en œuvre. Et puis sur les avis plus politiques, ce seront uniquement des avis de la CFDT, en cas d'incompréhension entre nous. D'abord, il faut que je fasse mettre plus près, pardon. L'enjeu, c'était autour de nourrir le CPF de données. Donc c'est vraiment autour de ça que je vais essayer d'intervenir. D'abord, nous on pose la question de l'écosystème d'accompagnement dans lequel on insère les personnes. Et que ça ne se réduit pas à des outils. Ça a été dit tout à l'heure, la question centrale, c'est comment on accompagne le mieux possible l'ensemble des personnes, quelle que soit leur situation. Et c'est pour cela que le premier point, c'est de parler du conseil en évolution professionnelle, qui peut avoir d'ailleurs des débouchés digitaux, c'est pas la question, mais qui ne se réduit pas à un outillage. Et là-dessus, les partenaires sociaux ont souhaité passer le CEP, ce sont les partenaires sociaux qui l'ont inventé, par un premier ANI en 2013, un second ensuite en maturant. Ça a été traduit dans la loi, et dans le dernier accord national interprofessionnel que nous avons négocié en 2018, on avait ouvert la perspective d'un financement du conseil en évolution professionnelle. Et c'est donc France Compétences qui a diligenté un marché pour que ce CEP financé puisse se déployer sur l'ensemble du territoire. Donc nous partons vraiment de cela. Et après, c'est comment on pense les différents outils qui permettent de favoriser cet accompagnement, quelle que soit la situation de la personne.
Deuxième élément extrêmement important dans le paysage, il y a une étude récente du CEREC qui montre que l'accès à la formation est facilité pour les personnes qui maîtrisent des compétences numériques. Et ces personnes-là le maîtrisent d'autant plus qu'elles sont baignées dans un environnement digital aussi. Et c'est là où il faut penser l'ensemble des transformations dans un même mouvement. Vous ne pouvez pas éloigner des personnes et des salariés de la transformation digitale et du jour au lendemain leur dire mais soyez natifs. Et c'est en articulant, et je pense que c'est une problématique plus générale sur le développement des compétences, en articulant l'investissement technologique et l'investissement en compétences dans un même mouvement. On ne peut plus être dans des scénarios où il y avait le bureau d'études, 2 ans après on investissait, et puis après on se posait la question des compétences des personnes. Parce qu'y compris la valeur d'usage de ce que nous produisons de plus en plus, c'est lié à des soucis, à des questionnements d'innovation, et l'innovation ça se fait avec des personnes, et pas simplement dans les bureaux d'études. Notamment lorsqu'on est dans la relation client, et justement dans la valeur d'usage de ce que le client va pouvoir. Donc c'est vraiment une transformation des mentalités autour du développement des compétences qu'il faut avoir. Et c'est pour cela que la question de l'accès aux compétences numériques est centrale. Et c'est là où je peux intervenir au nom de l'ensemble des partenaires sociaux comme président de CertifPro, puisque nous venons juste de lancer, le référentiel existe déjà depuis quelques temps, de lancer une campagne d'habilitation pour délivrer Cléa numérique. C'est-à-dire, dans le socle Cléa, il y avait un des domaines qui était le soubassement digital, et là on passe à l'étape suivante. Et je vais vous indiquer comment alors, puisqu'il y a certains candidats à l'habilitation qui sont dans la salle, et le courrier officiel n'est pas parti, donc vous allez avoir l'information en direct. Comment on a fait? Il y avait un certain nombre de réponses qui correspondaient exactement au cahier des charges, donc nous avons habilité ces organismes. Il y en avait où ça correspondait au cahier des charges, mais il manquait un certain nombre d'éléments, notamment d'attestation de CV des formateurs et des évaluateurs. Ce que nous avons décidé de faire, c'est pas de dire on vous attendrait la prochaine campagne d'habilitation, c'est de dire on vous habilite pour 6 mois et on vérifiera. Et dans la prochaine campagne d'habilitation dans 6 mois, là il faudra être au cordeau par rapport. Ce qui permet de ne pas faire attendre parce qu'il y a une vraie demande sociale. Et puis il y avait une troisième groupe d'offres, dont PIX, alors que notre demande c'était articuler évaluation et formation. Et évidemment, PIX ne pouvait pas se positionner sur la formation. Mais il n'y a pas que, il y avait d'autres candidats. Et donc, ce que nous avons, je vous donne l'information en direct, ce que nous avons décidé, c'est de dire, ça ne correspond pas au cahier des charges, mais c'est intéressant de creuser ça. Et donc, nous allons habiliter pour 1 an d'expérimentation, pour regarder ce que ça produit. Quel est notre point de vigilance? C'est qu'il n'y ait pas une rupture entre l'évaluation et la formation quand il y a besoin. Le risque, c'est ça, c'est que vous évaluez, vous n'avez pas l'ensemble du référentiel, et finalement, vous êtes perdu dans les langues. Et c'est ça qu'on veut vérifier, et donc construire une stratégie avec les acteurs pour que, là encore, qu'il y ait un continuum d'accompagnement et en orientation et en pédagogie. Donc c'est cela que nous avons décidé de faire pour essayer d'être à la fois le plus réactif, le plus agile possible. Et puis, on a plein de choses à apprendre. Il faut tester plein de solutions parce qu'effectivement, Stéphane Lardy le disait tout à l'heure, il y a des attentes sociales de nature différente. Donc, il faut qu'on soit en capacité à répondre à la plus grande diversité possible d'attentes sociales. Donc, et ça, c'est extrêmement important parce que c'est vrai pour le SICPF, mais c'est vrai plus généralement sur la question de l'accès au droit. Ne pas maîtriser un certain nombre de compétences digitales, c'est ne pas accéder au droit. Et il ne faudrait pas qu'on construise le CPF sur cette discrimination-là. Parce qu'il a vocation plutôt, au contraire, à faire levier pour ceux qui ont le plus besoin. Or, si on y prend garde, le SICPF facilitera la vie de ceux pour qui elle est déjà relativement simple. Et donc c'est ça qu'il faut, c'est ce point de vigilance-là qu'il faut avoir. D'où la question d'accompagner en même temps le développement de ce SI, son enrichissement, mais en même temps l'accompagnement des personnes pour qu'ils puissent s'en saisir de façon strictement digitale, mais aussi de façon accompagnée. Donc c'est ça la stratégie qui est la nôtre.
alors de ce point de vue-là, et là je parle avec la casquette CFDT, dans les propositions que vous faites sur le SI, il y en a une qui a fait l'objet d'un projet de décret qui est présenté la semaine dernière, sur le fait de... Voilà. Alors, parfait, mais je vais vous dire pourquoi on a des petites réserves. Il est indiqué que, effectivement, le passeport d'orientation, de formation et de compétences, qui était là aussi, qui avait été inventé par les partenaires sociaux, mais qui manquait d'opérationnalité, et là, enfin, on peut l'opérationnaliser. Ça a fait l'objet de discussions lors de la préparation du projet de loi en se disant comment on articule les deux. Le projet de décret dit qu'à partir de 2021, parce que les opérateurs ne sont pas encore prêts, ça deviendra une obligation. Et là, on a un problème de philosophie. Est-ce qu'on est vraiment centré sur l'individu ou est-ce qu'on est centré sur l'opérateur? La date de 2021, c'est une date d'opérateur. Les opérateurs, ils sont là pour se mettre au service d'un objectif. Et pourquoi attendre 2021? C'est la première réserve. On pourrait tout à fait dire que les certifications acquises dès 2019, même si elles se trouveront physiquement dans l'outil en 2021, parce qu'il faut le temps que ça se fasse, mais que les certifications qu'on a acquises dès maintenant, elles se retrouvent sur le SCPF. Donc c'était le point de réserve, on était très favorable à cette démarche, mais le point de réserve. Et l'autre question, c'est de se dire, mais comment on travaille, quelle stratégie on a sur les compétences, sur les certifications acquises préalablement? Parce que si on ne fait pas ça, il va falloir attendre 40 ans, 45 ans, selon la réforme des retraites, pour que ce ASI soit de plein exercice pour tout le monde. On commencera juste avec ceux qui sortiront du système éducatif. Donc il y a une stratégie à avoir, ça ne sera pas forcément simple, mais il y a une stratégie à avoir pour vérifier qu'on puisse aller chercher l'ensemble des certifications acquises par les personnes. Alors peut-être, il y a quand même le service public de l'éducation nationale qui peut largement contribuer à cela. C'est pas forcément totalement évident, ça ne veut pas dire que c'est pas d'un claquement de doigts, mais si on ne se fixe pas cet objectif-là, on va perdre une partie les générations les plus anciennes qui regardons-le sur le marché du travail, sont quand même des populations qui sont potentiellement fragiles, notamment du point de vue des compétences digitales. Donc là-dessus, voilà, il y a une bonne nouvelle, mais peut mieux faire. Et je ne sais pas si Bruno Lucas ce matin a indiqué s'il avait entendu cette demande et si le décret allait être modifié en conséquence, mais pour le moment, on n'a pas eu de réponse. Donc voilà des éléments qui peuvent, après, peut-être dans le débat, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut réfléchir pour continuer dans cette stratégie. Bon, merci beaucoup. On va donner la parole à M. Chapuis, donc DRH. Donc, va nous apporter son point de vue et aussi, j'aimerais que vous me disiez comment est-ce que les entreprises réfléchissent d'ores et déjà à des passeports de compétences qui pourraient être transférables d'une entreprise à l'autre pour favoriser les mobilités et les transferts de compétences aussi d'un secteur à l'autre, qui va être le grand enjeu par rapport au pays numérique que l'on connaît. Première question, ce que je voudrais déjà échanger avec vous, et merci de m'avoir invité, c'est déjà, on est très loin, comme le dit Gilles Babinet, de l'objectif initial sur l'utilisation et la mobilisation du CPF. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a celle qu'on dit sur la question de l'accessibilité numérique, mais j'ai envie de dire déjà l'accessibilité tout court, c'est-à-dire la question de la compréhension de la notion de compétence. C'est un sujet en entreprise, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire concrètement la compétence? Foncièrement, si je pose une question à un de mes collègues, je ne suis pas certain qu'il sache me répondre aujourd'hui facilement. C'est une question finalement beaucoup plus traitée par des experts, ce que j'appelle les sachants, que dans le quotidien de l'activité d'un chargé de clientèle, qui va pouvoir me décrire effectivement l'activité, les tâches, les regroupements de tâches, mais d'un point de vue concret, lui demander ses compétences ou même d'être capable d'évaluer s'il est en maîtrise ou pas de ses compétences, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc j'aimerais bien qu'on ait en tête que si on veut demain une plateforme utilisable, il faut d'abord se préoccuper du sens. Donc la question de l'accès à l'information, à la compréhension, dans une logique d'ailleurs universelle, pour moi c'est le préalable à la question de la mobilisation du service. Le sujet qu'on avait à traiter était effectivement autour de la donnée. Il n'y a pas de données s'il n'y a pas de service. Il n'y a pas de données s'il n'y a pas d'usage. Donc je veux dire, et aujourd'hui,
quand on écoute ce que dit tout à l'heure la dame de l'OCDE ou la dame de LinkedIn, on voit bien que les enjeux qui nous dépassent largement sont à la fois internationaux et sont largement privés. Il y a plus de données chez LinkedIn sur nos salariés qu'on en détient dans nos systèmes d'information RH. Donc, pendant combien de temps les acteurs publics, moi j'ai travaillé dans le secteur public pendant 12 ans, donc je peux en parler, pendant combien de temps on va accepter que les données des citoyens que vous êtes soient largement privatisées au bénéfice de Microsoft qui possède LinkedIn, par exemple. Si Microsoft a acheté LinkedIn, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a effectivement une data, un volume de données considérable qu'il met au service de son action et de son modèle économique. Donc je dis, à la fois d'ailleurs comme professionnel RH, à la fois comme citoyen, à la fois comme président d'honneur du LabRH, puisque j'accompagne un cluster effectivement dans le quotidien en mentorat au LabRH, je dis qu'on a une urgence collective qui est de pouvoir créer alors une sorte de service public du CV, même si plein de gens n'aiment pas le CV, mais je suis quand même l'usage de base de l'échange en entreprise. On va demander de toute façon à quelqu'un. Et c'est pas comme si on n'avait rien. Si on prend par exemple votre parcours, si on prend le répertoire des carrières, on est capable de consolider le parcours de base. Hein, on est capable de récupérer les diplômes de l'éducation nationale, de tout, on va dire, de toutes les écoles qui sont agréées. Enfin, je veux dire, on a un nombre d'informations pour être capable de donner une vision de la personne, des certificats obtenus, des diplômes et des compétences acquises au fil de l'eau. Alors il y a des enjeux. Hein. La DSN est codée en base INSEE, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Donc quand j'avais travaillé sur la bonne boîte, il y avait une question de correspondance de données, c'était très compliqué. Mais on n'arrivait qu'à un cas à faire de la statistique pour donner des outils pour aller faire de la recherche effectivement d'emploi pour des gens qui n'étaient pas outillés. Mais il y a quand même un enjeu et une urgence, c'est effectivement une forme de normalisation de la donnée au bénéfice d'un CV qui serait augmenté de toutes les parties prenantes que vous allez avoir tout au long de votre vie, qu'elle soit formation initiale, qu'elle soit formation continue, qu'elle soit engagement syndical, etc. Et ça, malheureusement, on n'en bénéficie pas. Et les entreprises, là aujourd'hui je suis en entreprise, n'en bénéficient pas non plus. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer de l'information, il faut demander, parce que vous avez des accords commerciaux avec LinkedIn pour avoir des slots de parution d'offres, finalement l'API qui va permettre aux gens de venir candidater avec leur profil sur vos offres d'emploi, parce que ça c'est concret, hein, où vous allez essayer de négocier un accord mondial pour récupérer les données finalement de vos collaborateurs. Donc là, si vous voulez, on a un enjeu bien sûr de dépenses en termes de modèle quand on est une entreprise, mais on a un enjeu citoyen, à mon avis, qui est absolument crucial. Deuxième sujet que je voulais traiter à partir de la donnée, c'est que ce n'est pas comme si on n'avait pas d'écosystème de gens qui pouvaient mobiliser l'information, même s'il manque de data scientists, de codeurs, etc. Il y a quand même des startups en France qui peuvent proposer du service pour augmenter l'expérience. Et on n'aura pas l'usage du CPF au-delà de la question cognitive que je disais, c'est-à-dire la question de la compréhension de la compétence, la transformation de l'activité vers la compétence, l'assistance pour aider quelqu'un qui sait faire de l'accueil, par exemple client, concrètement, quelles sont les compétences que vous détenez. On n'aura pas non plus d'usage si on ne multiplie pas les expériences et les services pour créer finalement cette adoption du CPF ou du CPF. Les deux, pour moi, sont absolument corrélés, c'est-à-dire qu'il faut densifier et partager les informations publiques qu'on détient dans un cadre bien sûr respectueux des règles du RGPD, de l'accord des personnes, bien sûr, du cadre légal, mais il faut absolument le rendre possible parce que sinon, effectivement, ces données, comme elles sont déjà largement à l'extérieur, on n'aura pas de densification finalement de l'expérience du citoyen qui veut effectivement accéder à une information, à une employabilité, à un écart. On est en train, Crédit Mutuel en fédéral, nous, de travailler sur notre référentiel de compétences. On a un excellent rapport d'ailleurs qui a été fait par l'AFB autour justement de ces questions de transformation des métiers, donc ça nous accompagne. La principale préoccupation, c'est ce que je disais à la chef de projet, c'est pas de créer un référentiel de compétences, c'est de faire en sorte que l'adoption de ce référentiel de compétences se fasse dans tous les segments de l'entreprise. Que ce soit sur la formation avec les fiches pédagogiques, que ce soit sur le réseau social interne pour que les gens puissent se décrire, que ce soit effectivement dans la question par exemple du regroupement de compétences autour de projets au sein de l'entreprise et les enjeux de la performance d'une entreprise, mais aussi d'une économie, pour moi, ils sont là.
Donc ce que je voulais faire passer comme message, vraiment, c'est quel que soit le profil que je représente aujourd'hui, l'entreprise, le citoyen ou la personne engagée dans les startups, l'urgence pour moi, elle est vraiment de demander aux acteurs qui détiennent de l'information et de la donnée, l'éducation nationale, la CNAV, tous les acteurs effectivement de certification professionnelle, etc., de mettre au pot, dans une logique d'augmentation de l'expérience, de créer un CV augmenté finalement des personnes, qu'elles peuvent venir elles-mêmes augmenter, comme le fait LinkedIn via la déclaration. Mais nous, avec de la donnée authentique, on sait effectivement que telle et telle personne est passée dans telle et telle entreprise, X années, avec un code NAF, avec sans doute une activité qu'on peut décrire, de manière effectivement d'abord à lui rendre un service. Il n'a pas besoin de créer son CV à partir du coup d'atelier qu'on fait, etc. Le CV de base, il existe. On les aide effectivement à l'outil à le compléter et on a des personnes qui viennent augmenter la qualité de l'information pour la rendre exploitable, à la fois au profit de l'accès à l'activité ou pour simplement faire montre des compétences ou des certificats qu'on détient. Dans le cadre professionnel qui est celui de la banque, on parlait de rigidité, nous on a besoin de certificats professionnels d'un point de vue réglementaire. Est-ce qu'il y a des outils suffisamment performants pour mettre en place toute cette chaîne de valeur? C'est-à-dire Parce que les outils, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas forcément une interopérabilité entre tous. Là, il s'agit de projets gigantesques. Tout à l'heure, je parlais de plan de Marshall, mais à ce moment-là, c'est vraiment créer une chaîne de tous les acteurs publics, universitaires, écoles, tout ce que vous voulez. Et là, est-ce qu'on a les outils, est-ce qu'on a la puissance à l'heure actuelle? On a, pour moi, c'est simplement des protocoles d'accès des services, du web service et des API. Enfin, c'est des trucs vraiment devenus totalement banals. Quand je dis banal, c'est que ça coûte 3 francs 6 sous. Enfin, faut pas, pour l'État, c'est rien du tout. Donc, avoir l'accès à une donnée structurée, simplement, il faut qu'elle soit propre, et ensuite la mettre sur des plateformes d'échange au bénéfice, effectivement, de différents acteurs. On l'a fait, nous, à l'époque, à Pôle emploi, sur l'emploi store développeur. On a apaisé, par exemple, les données des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ses compétences qu'il avait validées. On a donné accès à son niveau de... C'est bien sûr la personne qui donne accès, à son niveau d'indemnisation, son statut de demandeur d'emploi, parce que par exemple quand il va dans différents services, si on veut vérifier plutôt que de lui donner une carte, vous savez, on avait de la triche sur des fausses cartes de demandeur d'emploi, il suffit simplement qu'il donne l'accès à son statut de demandeur d'emploi. Enfin, ces technologies-là, elles sont largement déjà industrialisées. C'est pas la blockchain, là aussi, devrait être mais sans aller même sur de la blockchain, je veux dire déjà du web service, simplement du coup avec des licences, avec des systèmes de vérification et d'utilisation par des licences, ça existe. Enfin, je veux dire, pour moi, ce n'est pas la complexité technique. Il s'agit plutôt de mettre en écho un écosystème d'acteurs qui aujourd'hui ne se parlent pas forcément et de faire en sorte qu'on ait une sorte de service public de la compétence en sus de France Compétences pour dire c'est une obligation. Désormais, à chaque fois que quelqu'un passe chez vous, il faut mettre une API pour un diplôme, une API pour envoyer l'information de son parcours professionnel via la CNAV, etc. Et qui contrôlerait l'ensemble du système. Et bien sûr, qui vient du coup apporter un premier certificat de l'information, c'est-à-dire de dire effectivement cette personne est bien passée par telle et telle entreprise. Pour information, on a fait nous des tests sur des CV, il n'y a rien de plus facile à faire. On sait qu'à peu près on a 40% d'erreurs, on peut pas dire parfois de volonté d'erreur, sur des CV. Mais souvent pour des bonnes raisons. C'est-à-dire j'ai un trou, parce que c'est notre culture, j'ai un trou professionnel, il ne faut surtout pas que j'en passe, etc. Bon, les gens sont rarement, on va dire, malveillants. Mais c'est vrai qu'à la limite, on pourrait autoriser cet, entre guillemets, rhabillage par l'utilisateur. Simplement, il a un premier service, c'est déjà d'avoir accès à l'ensemble finalement de son parcours et de son histoire, formation initiale, formation continue. Et pour l'entreprise et pour le citoyen, c'est déjà un premier service. Deuxième service, je voulais juste donner mon expérience. Je disais tout à l'heure à Jérôme que j'étais allé sur mon compte. On me demande mon montant du DIF. Bon, en plus de mon montant d'horaire, CPF. C'était une galère sans nom pour retrouver le montant du DIF. Parce qu'il se trouve que mon employeur, à l'époque Pôle emploi, n'avait pas fait sur la feuille de paye, la démission à passons. Donc j'ai galéré un peu, mais j'ai retrouvé et j'avais un montant. Mais on me demande à moi, citoyen, d'être responsable du montant que je mets en termes de sécurité. Là, je dis à un moment donné, moi, en tant que citoyen, je considère que c'est anormal. Je paye le service public, c'est pas à moi, citoyen, de déclarer mon montant du DIF. Par ailleurs, dans un cadre légal, c'est aux acteurs qui le collectent de le mettre à disposition sur la plateforme. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu d'adoption, c'est un enjeu de service. Et ensuite, par le service,
la génération de données pour aller créer de nouveaux services. Et donc là, aujourd'hui, pour moi, il est urgent vraiment qu'on passe à une échelle supplémentaire. On parle des plans Marshall, parce qu'on a des plans Marshall, c'est de réunir les bonnes volontés, ceux qui veulent vraiment travailler autour du CPF, mais je dis vraiment, c'est pas les sujets effectivement de chien de faïence, il faut qu'on y aille, parce que, encore une fois, la guerre est en train d'être perdue. LinkedIn d'ailleurs était là tout à l'heure, bravo. Moi je travaille avec eux, je veux dire, ils font bien leur boulot, c'est normal, mais en tant que citoyen, ça me gêne, vous voyez. Je comprends. Alors avant de donner la parole à Madame Pen, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant, mais on va rebondir. J'avance, je vois que Monsieur Mériot a envie de prendre la parole et de rebondir. Donc, je laisse la parole à Sophie après. Non, c'était juste sur la question de la qualité de la donnée dans les systèmes d'information, en particulier dans les services publics. Chez nous, on a quelques petits sujets. Voilà. Donc on n'est pas encore totalement en capacité, et on a des SI qui n'ont pas toute la capacité à pouvoir, en tout cas on n'a pas des SI apayisés aujourd'hui, et donc du coup ça vient complexifier un peu l'ensemble, mais c'est vers ça qu'il faut aller, et on y travaille. Puis il faut voir aussi au regard du RGPD, de la cybercriminalité, de la protection des données. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ça. Donc, je vais donner la parole à Madame Pen. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer justement en répondant à Ronald Chapuis à propos de LinkedIn, parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, au sens où qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre, on a beaucoup parlé depuis ce matin de numérique et apprentissage, et de numérique et compétences. Il ne faut pas oublier un aspect qui est très puissant, c'est que la rencontre explosive et amplificatrice entre apprentissage et numérique a créé des nouveaux marchés, des nouveaux métiers, et des outils très puissants et très efficaces de désintermédiation des services publics et communs d'éducation. Et que, à certains égards, le CPF est possiblement soit un puissant outil, en tout cas la France Compétences, un outil de la politique publique pour réguler un marché en voie de désintermédiation, ou alors un outil pour attaquer et disloquer les grands systèmes de grosse dimension de formation. C'est un des aspects latéraux, mais très présents ici, de la rencontre entre numérique et apprentissage. Et sur LinkedIn, bien sûr, la masse est impressionnante. Moi, je travaille avec une start-up qui s'appelle Human Roads et qui travaille sur les données publiques de LinkedIn. Le constat, pour nos étudiants, on s'en sert pour explorer des possibilités d'outils d'orientation pour les étudiants. Rien qu'en travaillant sur les données publiques et sans requêtage particulier, on extrait des informations qui sont très significatives en matière de ce qu'on peut appeler des jalons, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir faire des études de trajectoire et voir par exemple sur des données dont on ne sait pas censé se servir à l'intérieur de l'éducation nationale, voir par exemple si le fait d'avoir fait un stage en Inde à un moment donné a un impact sur une carrière qui serait plus internationale 5 ou 10 ou 15 ans après. Donc il y a des possibilités qui sont ouvertes rien qu'avec les profils publics. Et je peux vous rassurer, si je puis dire, ou vous inquiéter, la qualité des données est très mauvaise. C'est-à-dire que ce n'est pas des données structurées. On ne peut entrer que par la top compétence et pas par le détail, parce que ce n'est pas un langage standardisé, parce que voilà. Mais néanmoins, je vous rappelle que la loi de 2016, la loi République numérique, exige la publication en open data des données produites avec des fonds publics, des données publiques. Et il y a un mouvement qui est vraiment intéressant, un mouvement qui vient, en tout cas sur la partie que je connais, de la sociologie, et qui dit les données qui ont été constituées par les dépôts consentis dans des services commerciaux comme, je sais pas, Sephora ou le Printemps ou je ne sais quoi, sont des données publiques parce qu'elles appartiennent aux individus, et la loi, la politique publique doit œuvrer pour faire que ces données qui sont devenues nécessaires à la recherche et à la conception de services tombent également sous le coup du domaine public. Voilà. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Je voulais dire ça aussi. Parce que justement, donc, si je voulais problématiser un peu mon petit propos, je dirais à quelles conditions ce pécule de 500 € peut polliniser une culture de l'apprentissage pour une société apprenante, et que ce ne soit pas, on pourrait dire, un outil libertarien de la connaissance qui dise bah, vous avez 500 €, débrouillez-vous, moi je me suis bien formé et vous devez pouvoir y arriver aussi, puisque maintenant vous êtes maître de ce pécule. Alors,
comment ça se présente? Moi, en écoutant depuis ce matin les débats très intéressants, je me dis qu'on est face quand même à une série de paradoxes qui sont assez intéressants. Moi, dans mon univers, dans mon environnement universitaire, ça va peut-être vous sembler un peu lunaire, ce que j'entends développer, c'est plutôt des propos comme l'apprentissage est une fonction vitale humaine, elle est au service de l'évolution de l'espèce, de son adaptabilité, et Dieu sait que ça a un sens dans l'époque que les humains vivent, par rapport aux défis qui se posent aux sciences face à la société, à la catastrophe écologique en cours, etc. L'augmentation de l'apprentissage a plus qu'un sens d'adaptation au marché, il a un sens d'adaptation à l'environnement. Et donc, cette chose-là, on la connaît, on la vit, parce que cette fonction en nous d'apprendre tout le temps et où qu'on soit, elle nous est sensible dès qu'on est petit. Mais aujourd'hui, elle nous est encore plus sensible parce que le contact permanent qu'on a avec l'information numérisée fait qu'on est tout le temps au travail. Et ça, on le ressent bien. Mais par ailleurs, on sait bien que ça ne suffit pas pour dire qu'on apprend. Et donc, au moment même où dans nos sociétés, l'apprentissage semble si énorme, si présent à cause de la densité de l'information, on se rend compte qu'on est très peu maître et qu'on connaît très peu le processus réel d'acquisition de connaissances. Et au moment même où ça devrait mettre en valeur les services publics d'éducation, on voit que la charge sur l'éducation n'a jamais été aussi forte, aussi critique, aussi déstabilisante, et que, en revanche, cette explosion des connaissances numériques a créé des innovations extrêmement intéressantes, comme la Grande École du numérique, l'école 42, et pourquoi pas YouTube, qui est partout présenté par les enfants et les adolescents comme leur meilleur instructeur. Et c'est des phénomènes qui sont très déstabilisants par rapport à un raisonnement qui se tient sur la question de la compétence. Ce que je voudrais dire aussi, pour ne pas être trop longue, c'est que et que donc il y a donc un paradoxe entre les raisonnements de marché et la constitution de marché et la question des nouveaux métiers offerts par le numérique, et une autre question de très grande ampleur qui est, d'une part, ce que je disais tout à l'heure, la façon dont le numérique réexcite en nous la fonction d'apprentissage, et puis aussi, d'autre part, la façon dont le numérique même a transformé énormément de fonctions, énormément de systèmes, dont l'apprentissage, mais nous positionne comme individus, ça a été évoqué ce matin, dans des positions d'engagement, dans des positions d'engager nos savoirs, d'engager notre énergie pour favoriser le bien commun et pour favoriser l'adaptation de nos sociétés aux défis qui les attendent. Et c'est ce qu'on appelle, dans mon université, on prend l'exemple de l'entrepreneuriat social en disant, comme on sait ce que l'entrepreneuriat social a fait de bien à la société, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on forme nos étudiants à être des entrepreneurs sociaux scientifiques, c'est-à-dire inspirés par le savoir. Alors, sur ces questions un peu paradoxales entre marché et puis besoin de l'humanité, et là je reste à une échelle française, mais bien sûr ce serait bien de s'ouvrir à une échelle non seulement européenne mais mondiale, puisque l'accessibilité à la connaissance se présente assez différemment dans le continent africain, par exemple, ou dans certains pays d'Asie. Alors, par rapport à tout ça, on a effectivement des outils et une vision qui restent un peu frustes, et c'est vrai que le CPF semble tout petit par rapport aux défis que mon voisin a très bien posés. Et moi, j'en ajouterai quelques-uns, tous orientés vers ce qu'on pourrait appeler des potentielles productions de données et données de valeur. Le premier, je dirais que comme prof habitué à piloter des dossiers de VAE, il ne faut pas négliger l'horrible enjeu de ce que j'appellerais ici la métacognition. C'est-à-dire que ça n'a rien de spontané pour quelqu'un de dire « je sais faire ça parce que j'ai appris à le faire dans tel contexte, avec telle personne, et ça a donné ça, et maintenant j'ai réussi à le décontextualiser, j'en suis quelque peu maître, et je peux me situer par rapport à un référentiel, et vous dire à quel degré d'acquisition je suis, etc. » Non, c'est quelque chose qui est une langue spécialisée, extrêmement difficile, sur lesquelles il n'y a pas de disponibilité. Comment on peut améliorer ces fonctions de métacognition? Je pense que dans vos propositions, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce que vous évoquez sous forme, je crois, d'un wiki de la compétence. Et je pense que l'approche des open badges devrait nous aider. Les référentiels qui existent, développés qui sont un sujet compliqué, je crois que Benjamin le sait, la multiplicité des référentiels, en particulier sur les digital skills, est une ressource, mais pas forcément une aide. Mais l'expérience de prof que j'ai, c'est que, justement, et là c'est un outil où la question des badges est intéressante, si un organisme de formation
propose des compétences nodales, des énoncés nodaux, on voit que ça peut être un appel par le système de la demande de badge pour créer une sorte de wiki bottom-up qui pourrait rendre disponible une énorme masse de lexique, de vocabulaire, qui permettrait à des parcours singuliers de se caractériser. Parce que quand les étudiants décrivent leurs activités et qu'ils pensent qu'il y a des compétences, on a une stéréotypie terrible qui rend ça inutilisable, du type on va retrouver gestion de projet, coopération, etc. Un deuxième point sur lequel les propositions sont, et où je vais suivre les propositions de mon voisin, évidemment, les quelques moments où quelqu'un a un rendez-vous avec sa compétence, c'est quand il est au chômage, c'est quand il fait une VAE, c'est quand il demande une VAP, ou c'est quand il fait un bilan de compétences. Et le mot bilan est clair en soi, parce que ce qu'on aimerait mieux de la dynamique d'apprentissage, c'est que, bien sûr, ça a été dit ce matin aussi, elle nous projette et qu'elle soit une vision en trajectoire. Et je pense que si le CPF peut polliniser une sorte de vision en termes de trajectoire et récupérer les données, comme vous l'évoquiez, mais moi je vous trouve quand même un petit peu DMS style, hein, je dirais. Faites attention quand même, parce que le tout de la... Enfin, moi ça me fait penser, je trouve qu'il y a des analogies fortes, et je finirai avec ça, avec le Health Data Lab. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la question de que faire des données de santé. Et donc une question, ce serait, qu'allons-nous faire des données d'apprentissage et comment allons-nous faire quelque chose d'utilisable avec ça? Un autre point qui me semble intéressant, mais je ne le développerai pas, c'est la question des soft skills, parce que quand on parle de certification, c'est très difficile, on voit bien, ça a été dit ce matin, à quel point les soft skills sont considérés comme un élément de valeur, et à quel point on est pauvre pour les décrire, les certifier, et on préfère de loin certifier quelque chose d'opérationnalisable directement. Un autre point qui revient vraiment de l'expérience avec les étudiants, c'est que les étudiants en ont marre de travailler sur des portfolios tout seuls et centrés sur leur individualité. Les gens veulent se certifier ensemble, ils veulent travailler ensemble, ils veulent enrichir leur CV, et je pense qu'on a besoin d'outils et de visions qui mettent en avant des collectifs. On est une société qui a vraiment besoin de solidarité et de coopération et de dialogue, et on devrait tout le temps être en groupe maintenant quand on parle de ces projets, de ces besoins de certification, et les interfaces web, les interfaces de services devraient favoriser des approches de groupe. Et je vais finir en faisant 3 propositions qui résument un peu ça, et puis je ferai un petit focus sur ce que je vais appeler le Learning Data Hub. Premièrement, donc effectivement, aller vers une approche systémique et intégrative qui nous décentre de la certification et qui fasse de la certification un outil de la conscientisation et de la visibilité de la trajectoire, je dirais, d'avoir une approche trajectoire, mais qui peut être catalysée par des outils comme par des moments comme ça où le CPF ponctue ces éléments de la trajectoire de façon beaucoup plus continue que ne l'étaient les moments de formation un peu externalisés du parcours. Le deuxième sujet, c'est ce que j'appellerais, ce que je disais tout à l'heure, approche coopérative et très bottom-up, que je pourrais symboliser avec l'image du wiki. Et puis donc, qu'est-ce que ce serait la conception d'un Learning Data Hub qui pourrait en fait faire de nos données d'apprentissage un bien commun, hein, un objet de recherche et de prospective qui irait au-delà du marché et qui serait une forme de cause européenne embrassant le marché mais ne s'y limitant pas. Et là, on voit l'analogie assez forte qu'il peut y avoir avec la question des données de santé, à la fois sur les usages individuels et privés de services ou de conscientisation, mais aussi, bien sûr, et nous aidant, nous, pour mesurer les impacts, comme ça a été très bien dit tout à l'heure à propos de France Compétences, et puis dans l'exposé concernant l'OCDE. Qu'est-ce que c'est les données de l'apprentissage? C'est bien sûr l'évaluation de l'offre, les comportements des individus, les effets d'impact, les effets d'usage, mais même une forme de quantified self. Quand on se pilote à partir de ces données, comme on le fait par exemple sur les données de la marche ou du battement de cœur, et bien de la même façon, ça a été évoqué aussi, la façon dont il va y avoir une culture de la trajectoire qui va se développer parce qu'on verra des exemples de parcours et qu'on en verra de plus en plus, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Après, bien sûr, les risques sont absolument énormes. On sait que le Health Data Hub, en ce moment, est en train de peiner pour définir les critères d'accès de partenaires à ces données de santé, parce que ça pose des questions éthiques, des questions de privacy, quelle que soit l'anonymisation, des questions d'usages commerciaux frauduleux ou excessifs, et le
type d'usage qui pourrait être fait de ces données dont on aura besoin. Gilles Babinet ne l'a pas évoqué, mais l'importance centrale des données d'apprentissage pour parler des parcours humains, eh bien, ça veut dire que pour orienter la politique, pour faire des outils s'appuyant sur l'IA de diagnostic, d'évaluation et de prospective, on aura besoin que ces données-là soient des outils pour la recherche et finalement réinvente des outils de politique publique de formation à la hauteur des enjeux, parce que je pense qu'on est très en deçà de ce qu'il est possible, qui serait possible et souhaitable de dessiner pour ce que mon collègue et patron, si je puis dire, François Tadei, appelle une planète apprenante. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un autour de la table qui aimerait rebondir par rapport au dernier propos. Monsieur Lardy. Non, je ne me permettrai pas de rebondir. De ma petite fenêtre de France compétente, deux sujets sur le CPF tel qu'il s'est construit dans l'histoire de la formation professionnelle, puisque effectivement le CPF c'est un continuum, c'est le droit individuel à la formation, c'est la question de la portabilité du droit, on passe d'une logique de statut à une logique d'accompagnement de la personne en dehors du statut. Donc après, pourquoi à un moment l'exécutif et le législateur se posent la question du numérique? Alors, par rapport au CPF, c'est que ce qu'on a connu du CPF tel qu'il a été construit, c'est que la personne n'avait pas la main sur son CPF. Il y avait des zones tellement fortes d'intermédiation qu'en gros, peu de personnes savaient quelle était la valeur de son CPF. Donc on avait vraiment des logiques d'intermédiation qui étaient tellement fortes qu'au bout du bout, vous pouviez avoir 150 heures. Du part était effectivement la valeur d'échange de 150 heures était différente en fonction de l'individu sur la même certification. C'était ça qu'on avait sur le CPF quand même. Alors après, effectivement, le risque derrière, c'est de dire on passe sur le tout numérique, que l'individu autonome et responsable sans aucune intermédiation. C'est un risque. Et je rebondirai sur ce qu'a dit Philippe de Bruyne sur la question de l'accompagnement. Alors effectivement, moi je ne sais pas trop l'accompagnement, je ne suis pas sûr qu'on caractérise l'accompagnement, le besoin d'accompagnement par rapport au niveau de qualification de la personne. Je pense qu'il faut se méfier de ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'accompagnement pour des niveaux de qualification importants. Voilà. Et on va avoir des jeunes peu qualifiés qui sont très outillés, qui savent ce qu'ils veulent faire. Je pense que, puisque France Compétences a effectivement lancé le marché sur le CEP des salariés, je pense qu'on a, c'est quoi la bonne donnée qui va permettre... Alors déjà, je dirais qu'il y a un moment dans l'entreprise, je rappelle que la loi indique que dans le cadre de l'entretien professionnel, l'employeur doit indiquer à son salarié qu'il peut faire appel au conseil en évolution professionnelle. Je ne suis pas naïf, une fois c'est pas parce qu'on dit ça dans la loi que ça va se faire dans un truc, mais enfin, en tout cas, c'est dans la loi quand même. Voilà. S'il doit avoir ce moment où effectivement il peut sortir, le CEP, c'est je sors de l'entreprise pour avoir ce moment où je vais me poser. Après, je pense que sur l'utilisation numérique, le smartphone, je pense que le sujet, c'est qu'à un moment, on va avoir effectivement des personnes qui auront besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que je vais aller sur mon CPF, je vais voir effectivement mon application, je vais avoir des certifications qui vont être avec des référentiels. Nous, ce qu'on dit, c'est que le CEP, il doit être dans l'application smartphone, on doit pouvoir géolocaliser mon prestataire CEP. C'est-à-dire qu'à un moment, je géolocalise en disant, voilà, moi je suis salarié, alors je suis cadre. Alors, le CEP, c'est toujours des acteurs. Il y a Pôle emploi, il y a l'APEC pour les cadres, il y a Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, les missions locales pour les jeunes, et puis le CEP tel qu'il est construit par la loi. Mais je pense que c'est extrêmement important que tout de suite, la personne, quand elle est sur son application, elle puisse géolocaliser son accompagnement possible. Après, elle décide ou elle ne décide pas, mais c'est dire, voilà, ça c'est extrêmement important, et nous, c'est ce qu'on milite là-dessus auprès de la CDC, pour que, voilà, une fois que les prestataires seront choisis, je suis dans le normal, je géolocalise, j'y vais ou j'y vais pas, mais je sais que je pourrais faire appel à un conseil en évolution professionnelle. Après, je reviendrai après sur la question de la valeur d'usage, parce qu'au bout du bout, la bonne donnée, effectivement, ça sert à quoi? En tout cas,
France Compétences en tant qu'opérateur, mais en même temps il y a une mission de service public, c'est qu'au bout du bout, la valeur d'usage, il va falloir qu'on regarde, bien sûr, qui utilise, mais au bout du bout, ça sert à, pour la personne, ça lui sert à quoi? C'est quoi sa valeur d'usage? Est-ce que ça va lui permettre d'élever son niveau de qualification, au-delà de la certification? Est-ce que ça va lui permettre, dans un certain cas, d'aller plus facilement vers l'emploi, d'évoluer professionnellement? Je pense que c'est un des enjeux de l'utilisation de la donnée. Je vous avoue qu'il est extrêmement compliqué quand même. Hein. Ça va être, voilà, ça va être il va falloir qu'on fasse de l'évaluation très très forte. Alors, France Compétences n'est pas tout seul dans l'écosystème, puisque nous, on va travailler, il y a la DARES, il y a l'ADEP, il y a le CEREC, voilà, il y a France Stratégie. Voilà, et donc on va travailler avec l'ensemble de ces acteurs publics. Mais je pense qu'au bout du bout, c'est ça, hein, je veux dire, la valeur d'usage et l'utilisation de la bonne donnée, ça va être ça. Ça mène à quoi pour la personne, au-delà de son projet personnel, ça le mène à quoi en matière d'emploi et en matière d'élévation de son niveau de qualification s'il y a de souhait. C'est quand même un des grands enjeux de l'utilisation des bonnes données que nous aurons, nous, à traiter au sein de France Compétences. Vous voulez prendre la parole? Oui, c'est sûr, pas du tout pour rebondir, parce que j'atterris sur des choses beaucoup plus basiques, mais sur la question des données à disposition des personnes, il y a deux types de données en fait. Il y a des données qui proviennent de son parcours, et l'enjeu c'est comment elle peut les mobiliser de façon plus efficace pour la sécurisation de son parcours. Et là effectivement, il y a un travail pédagogique aussi à réaliser. Moi, je suis persuadé que rien ne se passera si l'ensemble des acteurs ne se mobilisent pas autour de ce projet. C'est-à-dire, pardon, à chaque fois je dis, d'un certain point de vue, l'autonomie, ça n'existe pas en soi. L'autonomie, elle est dans un contexte. N'importe qui d'entre nous, dans un milieu hostile, perdrait toute forme d'autonomie. C'est parce qu'on est à l'aise dans l'environnement dans lequel on est qu'on se croit autonome. Et en général, on est autonome parce qu'on sait à qui poser les questions. Donc en fait, on n'est pas du tout autonome, on est totalement interdépendant. Et c'est la construction de cette interdépendance à la main de la personne qu'il faut construire. Et ça ne se fera pas sans avoir une réflexion sur ce qui se passe dans l'entreprise, dans le travail. On ne peut pas être autonome sur son parcours si on n'est pas autonome dans son travail. Si on est dans des systèmes rigides, tayloriens, où c'est applique les consignes et tais-toi, ou parfois même plus subtilement avec des process et des reportings tels que même si sur le papier il y a de l'autonomie, en fait il n'y en a plus, on ne peut pas demander aux personnes de se projeter si elles sont baignées dans ces environnements-là. Donc ça c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans les territoires aussi. Et là-dessus, il y a vraiment une réflexion. L'autonomie, c'est un construit social. Et pour pouvoir agir sur son parcours, il faut pouvoir agir sur son environnement. Donc je veux dire, là-dessus, il faut vraiment le penser stratégiquement. Donc il y a toutes ces données-là. Il y a une réflexion qui est... mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop discriminant toujours pour les mêmes. On produit énormément de données dans son activité professionnelle, on produit énormément de données non structurées. Et il y a un des enjeux, c'est comment on arriverait, et là c'est un travail de recherche et d'expérimentation, comment on arriverait à structurer de la donnée non structurée et le mettre à disposition de la personne. Alors il y a des cas où c'est plus facile, des personnes qui produisent de l'écrit, ça c'est de la donnée non structurée qui est très facile, entre guillemets, très facilement transformable en données structurées. Mais il y a le travail que l'on fait sans produire d'écrit, mais qui effectivement peut être filmé, peut-être. D'ailleurs, c'est aussi des stratégies d'apprentissage, de se filmer au travail comme ressource pédagogique. Il y a cette réflexion-là, on est au début, mais ça peut être extrêmement intéressant, à condition, là aussi, de l'évaluer, enfin de regarder ce que ça produit et de voir que c'est du commun pour tous. Pas simplement. Et puis l'autre élément, c'est les données qu'on peut mettre à disposition des personnes pour qu'elles se repèrent dans leur environnement. Et alors ça fait l'objet de plusieurs
plusieurs interventions, on part de très loin et on a beaucoup de données, mais qui ne se parlent pas. Il y a un ensemble d'observatoires de branches qui fonctionnent très très bien. Il y a un ensemble d'observatoires régionaux qui fonctionnent très bien. Il y a plein de choses qui se passent, mais tout ça ne se parle pas. Et un des enjeux, c'est de regarder comment, au croisement des logiques de territoire, parce qu'on est globalement relativement peu mobile, c'est plus facile de changer de métier en restant dans son environnement de vie que de changer. Il faut voir tout l'accompagnement qui est fait aux expatriés pour montrer que quelqu'un sans tout cet accompagnement-là, c'est quand même beaucoup plus difficile, quoi. Donc, et ça, il y a plusieurs questions. D'abord, il y a la qualité de ce qu'on sera capable de produire, c'est un des enjeux de la réforme. Et on part de très loin, enfin, il faut être extrêmement modeste. France Compétences va accompagner cette transformation. Mais après, il y a aussi ce qu'on en fait, et comment, là encore, si je prends l'image du GPS, on continue à décider l'endroit où on veut aller, et qu'on a un droit d'option sur le fait que je prends l'autoroute, je ne prends pas l'autoroute, je passe par le littoral. Et il faut faire attention, un accompagnement de qualité n'est pas un accompagnement prescriptif. C'est un accompagnement qui offre la capacité de choix aux personnes, mais des choix éclairés. Et là-dessus, il faudra qu'on fasse extrêmement attention sur la transparence des algorithmes utilisés dans le cadre du SI du CPF. Extrêmement attention à ça, parce qu'aucun algorithme n'est neutre. Et il faut avoir du recul, et là il peut y avoir vraiment de la discrimination entre ceux qui peuvent s'en dépatouiller et ceux qui ne voient pas comment. Donc là-dessus, c'est un vrai débat de politique publique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme algorithme? Au service de quoi? Et comment éventuellement il y a des droits d'option sur des algorithmes différents en fonction de la stratégie propre de la personne et comment on accompagne pour construire cette stratégie. Là-dessus, là encore, attention à la pensée magique de l'outil numérique. Et continuons à avoir une éthique et une réflexion à la fois stratégique et éthique sur ces questions-là. L'enjeu, c'est de mettre en place une acculturation au digital et national, en fait. Ouais, je voulais juste préciser une chose dans mon propos tout à l'heure. Quand je dis qu'il faut absolument avoir une expérience de service qui, justement, fasse l'adoption, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut que tout soit parfait. Non, mais je précise parce que la culture publique, c'est souvent l'exactitude. Là, on est plutôt sur un MVP, hein, pour ceux qui comprennent la notion. Donc, quelque chose déjà qui permet d'avoir un minimum de service, une expérience positive qui fait que je vais l'adopter et je vais l'enrichir moi-même. Et d'ailleurs, je vais être autonome. C'est-à-dire que si on me remonte déjà l'ensemble des informations au titre des carrières, par exemple pour constituer une vision de mon profil, somme toute, vous pouvez la demander aujourd'hui sur le site retraite, ma retraite, dans l'espace pour commencer à constituer un CV. Si on utilise la DSN pour venir régulièrement alimenter ce qui s'est fait, ça n'empêche pas de venir modifier ce qui a été déclaré par le tiers, qui est un tiers certificateur, mais sur lequel je peux venir augmenter l'activité. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que les technologies aujourd'hui sémantiques permettent d'extraire en fait d'objets de la compétence. Une fois que vous avez un répertoire de compétences, que vous avez des activités, vous êtes capable de faire de la transcodification d'un objet vers un autre pour venir faire une somme de compétences. Alors c'est utile parce que ça va gagner du temps. Moi, je n'ai pas forcément la métacognition dont parlait Madame. Je vais donc pouvoir automatiquement avoir une liste de compétences puis je vais pouvoir me positionner dessus. Donc ces services pour moi de base qui accompagnent, qui guident en complément bien sûr du CEP, en complément aussi de ma propre action, de mon interaction avec l'outil, sont à mon sens nécessaires à l'adoption déjà de la notion de compétence et de l'action par le CPF pour venir augmenter mes compétences. Et c'est ça à mon sens qui manque aujourd'hui principalement dans le dispositif. Après, il y a les entretiens pro, mais il faut en faire une langue vivante. C'est-à-dire que si on veut que le CPF soit mobilisé, il faut que la notion de compétence soit vivante, avec donc une logique aussi de modification. Moi j'ai toujours dit, si on fait un référentiel de compétences, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'être exhaustif. Il faut simplement qu'il soit ouvert. Évolutif. Et voilà, et essayons déjà de mettre à disposition quelque chose, que les gens soient critiques, c'est pas gênant, ça fait partie du principe même du système, pour dire ce qu'on vous expose là est parfaitement imparfait. Vous êtes d'ailleurs acteur de ce référentiel, on a des sachants qui sont là, mais ce qui est important, c'est qu'ils soient opérationnels. Donc c'est cette rencontre entre finalement de l'expertise et de la consommation qui fait qu'à un moment donné, on a un usage. Sans ça, ça ne fonctionnera pas.
Et ça permettrait aussi, cette co-création finalement, c'est d'identifier les métiers émergents et de pouvoir les sectoriser après. Ajoute d'ailleurs sur la question de l'activité, parce qu'on parle de compétences, hein, c'est ce qu'on mobilise pour réaliser des tâches, activités. Les activités sont extrêmement intéressantes. Pourquoi ? On parle d'attrition, de transformation des métiers par de l'automatisation ou par... si vous avez une vision de la part des activités qui sont absorbables d'un point de vue simplement d'une échelle en fait, de sensibilité à l'automatisation, vous avez déjà une vision en tant que, on va dire, organisateur, accompagnateur de vos salariés, de ce qui va se passer. Et là, je parle pas forcément pour nous, je parle pour tous les acteurs RH. Hein. Et donc là, vous avez du coup un dispositif qui peut aider à cette espèce d'antienne qu'est la GPEC, où vous dites, tiens, je vois une sensibilité de tel métier, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le positionne davantage sur de l'humain, sur du soft skills, ça. Et ce travail, c'est pour ça que les activités sont quand même un corpus vraiment important par rapport à la question des compétences. Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Voilà. Il y en a. Merci. En fait, à tous vous écouter depuis ce matin, je me demande dans quelle mesure finalement le CPF, même si dans l'absolu c'est une bonne idée, c'est pas arrivé trop tôt. Parce que finalement, toute la phase d'accompagnement à la conduite du changement, elle n'a pas eu lieu et j'ai l'impression que les entreprises sont démunies, les collaborateurs ils comprennent même pas. Enfin, c'est une loi qui leur passe au-dessus de la tête. Et j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on n'a pas de réponse et que ça va faire peut-être pchit, alors que il y a beaucoup de travail pour y arriver. Ouais. Alors, qui répond ? Qui se lance ? Déjà, si vous regardez le CPF qui date de 2013, vous avez des augmentations au nombre d'utilisateurs du CPF. Alors, effectivement, beaucoup à l'époque de demandeurs d'emploi, mais en même temps, le nombre de salariés qui prennent leur CPF a augmenté depuis la création du CPF, la transformation du DIF en CPF. Bon, oui, ça va être... après, c'est des problèmes, c'est comme les questions d'apprentissage, c'est des questions d'acculturation. Je pense que la France est plutôt innovante sur ces questions-là. Oui, forcément, ça va être long. Je pense qu'il y a des logiques. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des logiques aussi de co-investissement possible sur le CPF. Ça devient un enjeu, de développement des compétences dans les entreprises et de dialogue social dans les entreprises et dans les branches. En tout cas, dans les entreprises. J'imagine bien que les RH ont compris quand même, la logique de la co-construction du co-investissement. C'est qu'à un moment, on va avoir sur des sujets effectivement de besoin de développement des compétences, notamment avec effectivement la transformation digitale, puisque nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs du smartphone, on change l'ensemble des modes de production quand même. Donc nous-mêmes, on transforme les modes de production et les activités des entreprises, parce qu'on est consommateurs. Donc je pense qu'il y a un des enjeux de la réforme, de ce que peut produire la réforme, c'est la capacité aussi des chefs d'entreprise, des DRH, à utiliser le CPF comme un outil de développement avec le plan de développement des compétences, dans une logique de co-construction, d'en faire un outil de GPEC et de développement des qualifications de leurs salariés, et donc un jeu gagnant-gagnant. Donc après, effectivement, c'est toujours long et compliqué. On en prend pour plusieurs années, donc il ne faut pas non plus de dire que l'ensemble de l'écosystème il va tout de suite comprendre les enjeux que peut de même le CPF autonome. Je pense que c'est des enjeux majeurs, vous en avez parlé aujourd'hui. Donc après, je pense que c'est comme tout, hein, les plus belles lois, si les acteurs ne s'approprient pas les dispositifs, il ne se passe rien. Donc voilà, on aura fait plein de lois partout, mais à un moment, c'est l'appropriation de chacun des acteurs à s'approprier les dispositifs et en faire en sorte que ça devienne à quelque chose de vivant. Voilà, donc voilà. Ça, c'est de la politique. Non, c'est pas de la politique, c'est de la réalité. Moi, je dis, c'est pas de la politique. Hein, voilà. Non, mais dans ces cas-là, on fait. Alors après, dans ces cas-là, effectivement, on fait jamais rien. Non, mais donc ça, voilà. Monsieur, donc c'est pas. Monsieur, dans la conduite du changement, en fait, il y a des étapes. Mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit simplement, oui, c'est compliqué. Beaucoup d'étapes. En fait, Non, c'est que non, moi je pense qu'on n'a pas sauté les étapes. Si vous regardez la construction de... En fait, le sujet du DIF ou du CPF, en gros, c'est de dire à un moment, par rapport à ce qu'on a connu, dans la formation professionnelle depuis 1971, c'est de dire, voilà, nos salariés, il faut qu'ils soient productifs. Hein, donc la logique de l'adaptation au poste, c'est la productivité. On cherche de la productivité. Après, effectivement, on a un chômage de masse qui arrive.
et donc qui change quand même la donne dans l'ensemble de l'écosystème productif. Et à un moment, la question de la personnalisation ou de l'individualisation qui innerve l'ensemble de la société, l'ensemble des individus. Moi je pense que le rapport au collectif, il n'est plus le même qu'il y a 30 ans, et c'est tous ces sujets-là qui à un moment sont transcrits par le législateur ou dans le cadre effectivement ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Je dis, c'est sur comment les individus, ils deviennent un petit peu, je ne suis pas naïf, hein, ils deviennent un petit peu acteurs eux-mêmes de leur devenir professionnel. Voilà, donc je ne suis pas naïf, mais voilà, donc je pense qu'on parle de quand même de 10-15 ans de réflexion sur le sujet. Donc on part pas depuis 2018. La question du DIF, c'est 2003. 2003. Donc après, il y a eu des étapes, portabilité 2009, création du CPF 2013. Donc voilà, ça fait, la France est plutôt innovante, et c'est tant mieux, sur cette question-là, sur ce rapport de l'autonomie de l'individuel et du collectif, de l'autonomie et de la responsabilité, qui sont des exercices très compliqués. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'étapes qui ont été franchies, parce que c'est du continuum. Moi, je ne crois pas au grand soir sur ces questions-là. Et donc, le 2003, donc ça fait 16 ans que le groupe a été créé par les partenaires sociaux et par la loi de 2004. Donc, on ne part pas de rien, et des étapes ont été franchies au fur et à mesure, et je pense qu'on n'est pas arrivé au bout. Voilà. Pour recoller les points de vue, enfin, moi je suis d'accord avec ce que dit à la fois Stéphane, parce qu'effectivement il fallait le faire et c'était mûr, mais le vrai sujet c'est sur la question de l'adoption. C'est-à-dire effectivement quand on met en place une loi, comment faire rencontrer son public. Mais là vous avez toute la question en fait des politiques publiques sur la question du recours. C'est-à-dire que si on met un service à disposition, le service n'existe que parce qu'il y a un recours, sinon il n'y a pas de service public. Et donc c'est toute cette question de faire se rencontrer des politiques publiques qui sont pour moi bien pensées, mais plutôt comment on les distribue. C'est plutôt la question de comment on les market un peu. Hein, non, mais il y avait quand même une grosse part pour le lancement, parce que moi on avait fait à l'époque avec des acteurs des GFP, on avait fait une grosse session de design thinking autour du CPF et du CPA, et c'est vrai que globalement, ce qui demandait les publics n'a pas forcément été non plus intégré dans le dispositif existant. Donc c'est cet écart, à mon avis, qui n'a pas forcément non plus permis son adoption rapide et réelle. Juste pour prendre votre question dans un autre sens. La loi est là, il y aura la CEDLEX, et on n'a pas le choix, il faut la réussir, quoi qu'on en pense. On a un défi sur les compétences qui est magistral. Donc la question maintenant, on peut discuter, nous on a discuté longtemps sur le projet de loi, puis à un moment donné on a dit nous on veut que la réforme elle marche, elle fonctionne, parce que parier sur l'échec de la réforme ce serait monstrueux. C'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai bien dit que je prenais la question dans l'autre sens, donc je ne vous pouvez pas parler. Et là, on a un levier. D'abord, repartons sur les bases. Charles disait très bien, on n'apprend pas quelqu'un à nager s'il n'a pas envie de traverser la rivière. Donc à un moment donné, c'est donner du sens. Pardon, décidément, j'apprends pas vite. Donner du sens à ce qu'il faut faire. Il y a les gens qui sont assez... Vous savez, quand vous dites à quelqu'un qui devrait aller se former, il y a ceux qui prennent ça comme une opportunité et d'autres qui disent « Qu'est-ce que j'ai merdé pour qu'on me dise qu'il faut que j'aille me former ?» Non mais c'est... Donc comment on fait en sorte qu'on puisse... Et personne n'a raison ni tort. Ils sont aussi baignés dans des environnements qui font que. Parce qu'on les a jugés aussi de cette façon-là, et qui sont la trouille. Les enjeux de lutte contre l'illettrisme, c'est bien d'aller accompagner des gens qui se planquent depuis des années, parce que c'est discriminant de dire que... Donc on a ces enjeux-là. Donc l'autonomie, encore une fois, c'est l'affaire de tous, et d'un certain point de vue, le fait qu'au sein de France Compétences, l'ensemble des acteurs, État, région, partenaires sociaux, soient réunis, c'est une chance. Il faut en faire un levier. Mais notamment sur le CPF, il y a le CPF qu'on peut utiliser de façon autonome, mais pour avoir des expériences réussies, il y a aussi les politiques d'abondement, où là, il peut y avoir un jeu gagnant-gagnant. L'entreprise a de moins en moins de ressources disponibles mutualisées. Il y a la PROA pour la reconversion et la promotion, ce qui est
ce qui est important. Et puis il y a des accords d'abondement. Si on passe pas par un accord, l'entreprise doit d'abord verser l'argent à la Caisse des dépôts, qui après, donc, pas tellement envie. Donc si elles veulent récupérer, pour parler prosaïquement, hein, si elles veulent récupérer le CPF de leurs salariés, il faut qu'elles négocient un accord. Et dans l'accord, si on est assez intelligent, les partenaires sociaux, on va le connecter très directement à la GPEC. Et en se disant quels sont les objectifs stratégiques et faire l'alignement entre la vision stratégique de l'entreprise et le développement des compétences. Donc on peut en faire quelque chose de vertueux et où, et c'est là le pari, je sais pas, c'est de dire qu'à partir du moment où la personne, elle accepte de mettre son CPF dans cette affaire, parce qu'elle a le droit de dire non, je le garde pour un projet qui m'appartient. Il y a du co-engagement, pas simplement du co-investissement, du co-engagement. C'est-à-dire, pour la convaincre, il faut lui donner des gages, le fait que s'engager, ça va être mieux pour elle. Et là-dessus, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse. On a plein d'obstacles à franchir et je ne remets pas en cause la problématique que vous posez. En revanche, on n'a pas le choix, donc maintenant, regardons les stratégies qui permettent d'engager tout le monde. Et regardons comment on peut faire en sorte que des personnes qui étaient rétives à la formation parce qu'elles n'en voyaient pas leurs bénéfices peuvent changer de point de vue. Cléa, ça sert aussi à ça. Cléa, le socle de compétences, c'est à la fois parce que la pédagogie valorise les compétences déjà acquises plutôt que mesure les écarts avec celles qu'on devrait, mais ça crée aussi une première expérience réussie dans un processus à la fois de formation et de certification. Et c'est ce levier-là qu'il faut qu'on essaye de coordonner le plus possible pour que l'ensemble des acteurs changent de regard, mais y compris dans l'entreprise. Qu'on se dise plus quand quelqu'un part en formation, s'il doit partir, il y a aussi des leviers de développement des compétences en situation de travail, mais ah bah oui, mais pendant ce temps-là, comment on va faire le boulot? Et comment, quand quelqu'un revient d'une formation, on mobilise les compétences qu'il a acquises dans le travail pour valoriser l'ensemble de la dynamique de travail autour de ces nouvelles compétences. C'est tout ça aussi qu'il faut repenser, c'est-à-dire avoir non pas une logique de formation, mais une logique de transformation qui valorise le développement des compétences. Mais c'est tout ça qu'il faut qu'on réussisse. Et si ça on le réussit, après les usages, parce que les personnes y verront leur intérêt, alors on peut travailler sur l'outil pour qu'il soit le plus ergonomique possible, pour qu'il soit le plus attractif possible, on a dit plein de choses autour de ça, mais c'est cette stratégie-là qu'il faut construire. Non, c'est pas on va devoir conclure. Quand les DRH disent en off, peut-être pas devant nous, ils ne savent pas quoi faire, je sais quoi, c'est un problème. Et les syndicats sont là pour leur expliquer. Mais les syndicats doivent se transformer. Merci. Nous, on sait ce qu'on peut en faire à travers les accords d'abondement sur le CPF. Merci beaucoup, merci à tous, c'était vraiment très très intéressant. Donc on a 10 minutes de pause, la dernière de la journée, et ensuite on reprend pour la dernière table ronde avec la restitution de l'atelier Design Thinking sur les usages possibles la valeur d'usage du CPF. A tout de suite. Pourquoi tout de suite là? Non, pour l'instant, on ne va pas forcément avoir beaucoup de temps. Oui. Eh bien, super. Comment il faut procéder? Eh bien, vous faites la main et vous êtes bien le plus important. Voilà. C'est un process assez simple de recrutement. Hein. Voilà. Moi, je ne connaissais pas du tout. Bah oui, c'est normal, on est nouveau, donc voilà. Je laisse ma carte. Merci beaucoup. Il y a toute la grande là avec les verres. Il y a une activité aussi d'accompagnement de projet. Et on accompagne, tu vois, il y a deux rapports, on fait des conseils, Oui,
Ouais, je sais, pas grand chose. Là, il en reste un petit peu bien. Ok. Il y a des choses qui vous intéressent en particulier ou pas, ou qui t'intéressent? Et je me demande s'il n'y a pas des prises dans la salle. Sur les fauteuils, non? Non, il n'y a pas. Il n'y a plus. Dès qu'il y a un truc que tu n'as pas fait avant, en fait, ça devient l'enfer. Ouais. Là, j'ai mon mail qui est ouvert là. Ouais. Bonjour. Bonjour. On travaille pour le grand des absences. Oui. Et vous avez demandé peut-être de chercher peut-être des partenaires qui vous avez travaillé dans votre projet. Vous avez vu, en plus, on a recommandé de faire un wiki compétences. En plus, Et on avait d'ailleurs cette idée, la wiki compétences, elle vient de. On en a parlé, on l'a eu par nous-mêmes, mais on en avait parlé avec Renan Cherki, qui m'a dit qu'il en avait parlé à une vice-présidente de la fondation Wikimedia et qu'on a cherché à contacter, je ne sais plus qui c'est. La dernière slide a préparé, c'est voilà. Moi, je suis ravi. Bon, ça va? Ah bah ouais, j'espère bien, hein, j'espère bien. C'est pas qu'on se fait. Tu veux que je le garde? Donne-le à Benjamin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, oui. Eh ben, encombre, pas de souci. Il y a la restitution là, c'est ça que tu prépares ou pas? Non, encore. Moi? Ouais. Non, je fais pas la restitution, là je fais le. Parce que là tout de suite c'est la restitution, je mets quoi derrière donc, Non, là c'est pas encore la restitution. Là c'est tu mets la. Mais là, ouais, je sais, le programme est faux. D'accord. C'est juste une question de format parce que c'était compliqué de faire. Il y a d'abord la table ronde, puis la restitution, puis reprendre la table ronde. D'accord. Donc là j'envoie la table ronde 4. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai pas les slides pour la restitution, c'est ce que tu es en train de faire. Non, moi je fais la slide merci aux partenaires qui viendra encore après la restitution. Et on a une slide restitution ou pas? Non. D'accord. Ils vont les amener, je pense. Ok. Moi j'ai une slide, après il y a la slide. Merci, hein. Et puis merci aussi pour l'intervention des ministres qui ont été top au niveau de la reportation qui font Merci. Bonjour. Oui, j'avais une question. Ça m'intéresse. Je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. C'est le traiteur de l'ensemble de la donc c'est pas nous, on est Toujours une question. On ne sait jamais. Mathias, je vais y aller. Je laisse mes petits badges. Super, merci. T'étais content? Tu as pris le. Non, j'ai les docs là? Non, j'ai pas pris parce que j'ai dû passer ce matin, à mon avis, au moment où il n'y en avait pas mis sur le display. On a bon séjour alors. Hein.
Ça fait